Bon, c'est cool, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ce live consacré à la reconversion entre rêve et réalité. Pour moi, ce live, il est juste absolument… je suis super content de le faire parce que chaque semaine, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont des difficultés dans leur projet de reconversion, qui parfois peuvent avoir aussi des regrets. Je vous remercie à tous ceux qui ont partagé un petit peu leur expérience de la reconversion sur le groupe Facebook. C'était très, très riche. Ça m'a aussi grandement confirmé dans ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, merci à vous sur vos partages, les claques que vous vous êtes pris quand vous avez décidé de vous reconvertir et les belles surprises également que vous avez pu rencontrer. Dans ce live-là, je vous présente Stéphie, qui va faire coucou à la caméra. Bonjour à tous. Stéphie, qui est spécialisée dans l'accompagnement à la reconversion professionnelle, qui est coach, qui fait du coaching en bilan de compétences et qui est formatrice en Ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ikigai, mais elle va vous en parler un petit peu. C'est son job. Elle est formatrice là-dedans et elle fait aussi des accompagnements autour de l'Ikigai, qui est un super outil, justement, pour le coup, par rapport à toute cette décision de reconversion que l'on peut rencontrer. Alors, l'idée du jour, c'est pas de vous dégoûter. Au contraire, c'est de vous permettre de vous réaligner, pour ceux qui sont déjà dans le projet de reconversion, peut-être de corriger ce qui a peut-être déconné à un moment donné dans la préparation pour pouvoir justement maximiser les chances de la réussite de cette reconversion. Et il s'adresse également à toutes les personnes qui sont en train de se dire tiens, j'aimerais bien devenir accompagnant, c'est super chouette d'aider des gens et tout, et tout, et tout, et qui partent parfois un petit peu la fleur au fusil sans avoir la connaissance de ce qui va se présenter à eux, parce que on ne le dit pas forcément, et ce n'est pas des choses qu'on dit, que je trouve qui tournent beaucoup finalement sur les réseaux ou qui sont transmis également par les centres de formation. On va essayer avec Stéphie aujourd'hui, on va fonctionner un petit peu en ping-pong avec Stéphie. Toujours comme d'habitude, vous pouvez intervenir, vous avez le chat. Vous pouvez également intervenir en vocal à certains moments. Moi, j'aime bien les ateliers participatifs. Donc, l'idée, c'est à la fois de vous apporter des choses et également de pouvoir échanger avec vous. Ça va là-dessus? Cool. Ça, c'est du yes, ça. Bon, c'est chouette. On va commencer directement avec Stéphie. Je t'ai présenté. Après, tu peux te faire une mini présentation si tu veux. Et puis, on va démarrer directement avec ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui. Ok, merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle donc Stéphie Lechkowski. Vous avez déjà eu la pré-présentation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus qui me semble important aujourd'hui? C'est justement de vous faire part en fait de mon expertise et surtout des retours que j'ai des personnes que j'ai pu accompagner dans leur reconversion et parfois qui peuvent avoir des bonnes raisons ou des fausses bonnes raisons de faire une reconversion. Et donc, je suis ravie de pouvoir en parler avec Jean-Pierre pour justement vous encourager dans votre démarche de reconversion ou vous poser peut-être d'autres questions pour pouvoir réussir votre reconversion ou l'éviter. À voir. Ou Voilà. l'éviter. Ok, super. Allez, c'est parti. Je crois que tu as prévu quelques petits slides. Exactement. Alors, c'est Moi, je ne fais pas de parti. slides, moi. Je ne fais pas de slides. Prenez des notes. Je fais des slides. Tac, tac. Alors, hop, ce sera plus sympa en grand. Donc, je voulais vous faire part des chiffres. Qu'est-ce qui revient souvent sur les raisons de faire une reconversion? Donc, trouver une activité qui est plus en phase avec vos valeurs. Donc, ça, c'est aussi justement pour ceux qui connaissent l'ikigai, c'est vraiment la majorité des personnes qui sont plus à l'aise avec leur métier, avec leur job. Il y a une question sur quelles sont vraiment mes vraies valeurs. Et ensuite, l'ennui dans le poste, la rémunération, le fait de vouloir rebondir suite à un changement d'une reconversion qui n'est pas forcément voulu au départ. Donc, ça peut être pour des raisons de maladie, ça peut être pour des raisons de licenciement, ou vous souhaitez plus de souplesse en termes d'horaire aussi. J'en dis pas trop parce qu'après, on va approfondir justement Oui, chacun oui, des oui, bien points. sûr. C'est une introduction. Voilà.
ou alors vous souhaitez devenir votre propre patron. Pour la petite histoire, moi-même, pendant quelques années, j'ai rêvé de la petite entrepreneuse avec sa petite valise bien habillée. Je me disais, waouh, ça a l'air trop cool. Voilà. Et facile, évidemment, ça avait l'air facile. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Vous avez envie de nouveaux horizons géographiques aussi. Et vous avez des contraintes familiales. Donc, les contraintes familiales peuvent aussi pousser la démarche d'une reconversion. On voit quand même que le gros 70%, c'est en phase avec valeur passion. Et effectivement, dans le métier d'accompagnant, je ne sais pas un peu les retours que toi, tu peux avoir sur le sujet. Je ne sais pas vous, les autres, si vous êtes d'accord avec ça, c'est le côté mettre du sens quand même globalement dans une activité pour vous, plus en adéquation avec vos valeurs, votre vision du monde et ce genre de choses. On est OK là-dessus, tout le monde? Pour la plupart, on est plutôt dans la première catégorie ici, sur les métiers d'accompagnant, non? Oui? Non? Oui. Oui. Ouais, on est plutôt là-dedans. OK. Complètement, mettre du sens, oui, effectivement, Émilie, on est complètement là-dedans. On va attaquer direct avec les bonnes et les mauvaises raisons. Ok, je commence par les fausses bonnes raisons ou les bonnes raisons? Vous voulez plutôt quoi? On commence par les bonnes? On commence par les bonnes raisons? Allez, on va commencer par les bonnes raisons. Allez, c'est parti. Les bonnes raisons, vous avez envie de vous lancer depuis longtemps, mais quelque chose vous bloque. Donc, en gros, c'est un projet quelque part qui n'est pas là depuis 2 semaines. C'est un projet qui a mûri depuis quelques années déjà. Et vous avez envie de vous lancer, mais vous sentez qu'il y a un blocage et vous avez besoin d'un accompagnement ou en tout cas de trouver quelque chose qui va vous lancer dans votre reconversion. Vous attendez le bon moment. Alors, effectivement, une reconversion, ça se réfléchit. C'est quand même une démarche qui peut être plus ou moins longue. En particulier, vous le savez, si vous êtes déjà dans le mouvement, ça peut prendre du temps. En fait, toute la démarche entre le moment où vous décidez de vous lancer et le moment où vous gagnez vraiment votre vie avec votre nouvelle activité, ça peut prendre du temps. Donc tout ça, c'est aussi une réflexion qui est importante et sensée. Vous allez être ou vous êtes au chômage, donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir quand même du temps, en fait, suffisamment de temps pour faire le projet et puis faire toutes les tâches qui sont justement, qui font partie de votre métier d'entrepreneur et d'accompagnant. Vous vous trouvez trop jeune ou trop vieux pour vous lancer. Alors ça, c'est une erreur qui ne devait pas être là sur mon diapo, voilà. Mais comme ça, je vois que vous suivez ou pas, non? Oui, ils suivent. Normalement, ils suivent. A priori. Ok. Vous ne vous sentez pas légitime, donc ça peut être une bonne raison dans le sens où vous avez envie de trouver de la légitimité aussi dans votre métier. J'entends par là que parfois les métiers, les postes évoluent et que du coup, vous avez envie de retrouver un métier où vous êtes complètement légitime et à votre place. Ça rejoint aussi le sens au travail. Ensuite, les bonnes raisons, votre entourage ne croit pas en votre projet, mais vous, oui. Et ça, c'est important. Je préfère dire directement, vous ne croyez pas en votre projet. Vous avez envie de gagner plus d'argent et vous êtes prêt à travailler plus. Ça va dépendre. Voilà. Dans les métiers d'accompagnant, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément souvent dans ce critère-là de bonne raison. On est vraiment souvent dans cette quête de sens ou ce genre de choses. Je ne sais pas, les autres, parlez dans le chat si vous êtes d'accord avec ce truc-là et quels sont les éléments qui vous parlent le plus. Et c'est tout bon. Et vous hésitez à changer d'entreprise ou de métier. Ça peut être le sens, la raison qui vous pousse tout simplement à vous intéresser au métier d'accompagnant et aller plus loin. Ok. Donc, c'est surtout les mauvaises raisons là maintenant qui vont être des critères absolument à prendre en compte et des points de vigilance par rapport à ceux qui décident de se reconvertir ou ceux qui peut-être se rendent compte que je me suis reconverti, mais merde, ça a l'air pas si cool que ça. Alors, vous vous ennuyez dans votre poste actuel. Ça, c'est plutôt dans le cas où la reconversion n'a pas encore été faite. Pourquoi ça peut être une fausse bonne raison? Parce qu'en fait, parfois, il suffit juste de changer d'environnement de travail, de changer d'équipe, mais de toujours faire le même métier et ça se passera très bien. J'en ai assez de mon job actuel.
la même idée. C'est que vous pouvez tout à fait changer, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la fleur. Vous êtes un pot de fleurs, quelque part, une belle fleur. Vous restez la même, vous pouvez très bien changer de peau quelque part, mais rester vraiment comme vous êtes dans un autre endroit et tout se passera très bien aussi. Quelqu'un m'a dit de me lancer, donc j'en suis capable. Ah oui, ça, il faut faire gaffe à ce truc-là, hein. Les bons conseillers, comme on dit, hein, Oui. ça, faut y faire hyper méga gaffe, quoi. Je pense que c'est un élément assez fondamental qui peut arriver de temps en temps, pas forcément toujours, hein, mais soyez à l'écoute surtout de vous-même par rapport à ça. Mm. Ensuite, vous avez fait un burn-out ou un bore-out. Là aussi, c'est ce qui est aussi intéressant et ça arrive beaucoup pour le coup dans les reconversions. Les personnes au départ, en fait, ont un gros travail. Ça peut être aussi un souci par rapport au monde du travail. En fait, se réconcilier avec le monde du travail, être salarié, que ce soit un burn-out ou un bore-out, des fois, il y a un côté, un traumatisme qui a été fait par rapport au fait d'avoir un métier et d'être salarié, alors que ça nécessite plus un accompagnement quelque part, justement, d'hypnose ou autre, vraiment pour sortir d'un mal-être et pour pouvoir à nouveau postuler. Et parfois, il y a des personnes qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat en se disant que c'est peut-être inconsciemment un échappatoire Ouais. à ce métier. Ça arrive quand même beaucoup. Ouais, le bore-out, c'est l'ennui. Mm. C'est-à-dire qu'il y a eu trop d'ennui par rapport au burn-out où il y a eu trop. Enfin, le burn-out, quoi, il a explosé, quoi. Celui-là, moi, je le vois très, 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 très souvent chez les accompagnants, celui-là. C'est ce côté, je vois des personnes qui, parfois, ils sortent d'une difficulté professionnelle, familiale ou une difficulté de vie tout simplement, et ils se disent que je vais remettre du sens en devenant accompagnant ou ce genre de choses. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans l'idée. Vous allez comprendre pourquoi avec ce qu'on va vous dire juste après. Je peux déjà commencer même à l'évoquer rapidement. C'est que pour se lancer dans un projet de reconversion, il faut la santé. Il faut la santé, il faut la stabilité financière, stabilité émotionnelle, stabilité familiale, stabilité physique également. Et celui-là, pour moi, c'est un point de warning qui est majeur et je te remercie de le souligner. C'est que souvent, ce n'est pas forcément le cas. Donc, retenez bien, quoi qu'il arrive, que ce soit pour vous reconvertir ou réussir votre reconversion, plus vous allez stabiliser ce qu'il y a autour de vous, plus vous aurez la santé et plus vous aurez de chances de réussir. Et parfois, ce côté, j'ai fait un burn-out, je cherche du sens, alors je me lance dans une formation ou je ne sais pas quoi, histoire de remettre du sens dans ma vie, histoire de me reconstruire à travers ça. Je vois souvent des douches froides après derrière parce que mine de rien, c'est du taf de réussir à se reconvertir. Je te laisse continuer. Ensuite, c'est à la mode, donc ça va fonctionner. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal, du coup, de plus en plus de coachs, en tout cas, c'est d'accompagnants. Et du coup, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup justement de pubs sur, ben voilà, devenez coach en une semaine, changez de vie en un mois, etc. Donc ça aussi, c'est une fausse bonne raison. Et justement, on va voir comment faire pour vraiment être sûr que le métier d'accompagnant est fait Ouais. pour vous. Ouais. Ou de réaligner à un moment donné si vous êtes déjà dans le processus de reconversion. Parce que par rapport à la mode, on va fonctionner et toutes ces publicités-là, il y a parfois des effets de désalignement. Et de toute façon, j'étais il y a 3/4 d'heure en ligne avec quelqu'un qui est une nouvelle fois parti avec une de ses promesses publicitaires et qui m'a dit texto, et je l'ai eu 2 fois cette semaine, on m'a dit de faire des choses avec lesquelles je n'étais pas aligné. Qui se perdent également en route. Donc, le à la mode et le ça va fonctionner, c'est toujours ce même principe du syndrome de l'objet brillant sur lequel il est absolument essentiel d'avoir un point de vigilance parce que ça peut tout simplement foutre en l'air votre reconversion ou alors vous faire prendre une décision qui peut-être n'était pas forcément la bonne ou le bon moment, comme tu as évoqué tout à l'heure. Une des bonnes raisons, c'est aussi d'attendre le bon moment pour pouvoir se lancer. Je pense aussi au choix du public, aussi de la spécialité. Ça me fait penser justement, vu que j'accompagne dans la reconversion, l'orientation, etc. Moi, j'ai fait le choix justement de vraiment m'occuper des personnes qui avaient envie d'avancer, qui avaient envie
d'être dans une démarche de réflexion et d'engagement, mais qui ne soit pas dans une démarche justement de chercher un travail tout de suite. Parce qu'une reconversion, quelque part, c'est repenser aussi son équilibre de vie professionnel, mais aussi personnel. Donc, du coup, ça me semble aussi important de le dire, c'est même si vous pensez que voilà, il y a un créneau à prendre sur telle et telle cible, c'est aussi important que votre cœur y soit, que vous y trouviez du sens, en fait, vous, avec cette cible, même si vous savez qu'il y a un marché et qu'il y a potentiellement des sous à se faire, entre guillemets, en tout cas, vous pouvez gagner votre vie Oui. avec ces clients-là. Oui, tout à fait. Et c'est des choses que j'entends également très souvent, surtout dans les stades où c'est un petit peu difficile de se développer et ce genre de choses, surtout pour ceux qui sont déjà installés ou qui sont déjà dans la phase de développement, où des fois, on va me dire ouais, mais je voulais aller dans tel créneau parce que voilà, ça a l'air sympa, il y a du monde, il y a de la demande. Ouais, mais est-ce que tu es vraiment aligné avec ce truc-là? Est-ce que ça te plaît vraiment, etc., etc. Et c'est là où bien souvent le projet de reconversion, le projet d'installation, de développement d'entreprise, il part un peu dans tous les sens parce que finalement, c'est la peur de ne pas y arriver ou la peur de manquer qui va prendre le dessus et nous faire prendre des décisions qui vont nous désaligner finalement. Alors, certaines personnes ici vont me dire, oui, mais moi, ça va, je suis solide, je sais ce que je veux. Ici, l'idée, c'est aussi de prendre conscience que ça peut arriver aussi à n'importe qui à certains moments, surtout si on voit passer des publicités, surtout si un tel nous dit « Ah, mais t'es vachement bien là-dedans, tu devrais peut-être faire ça », ou toutes ces mauvaises raisons finalement, ces fausses bonnes raisons qu'a évoqué Stéphie depuis le départ. Donc l'idée, c'est de toujours garder un point de vigilance sur ces fausses bonnes raisons qu'on évoque ici, quand bien même vous pensez à aujourd'hui que vous êtes solide, vous ne savez pas si demain vous n'avez pas moins de monde, etc., que ça ne va peut-être pas partir en vrille, quoi. D'accord ? Je sais vendre, donc ça c'est plutôt pour les personnes qui ont été dans la vente auparavant, donc j'arriverai à me vendre, j'arriverai à vendre mon offre. Pour moi, c'est aussi important de le souligner dans le sens où c'est pas… Alors, vécu, je suis un exemple concret. J'étais avant dans le commerce il fut un temps, voilà, et c'est pas pour autant que c'est si facile que ça de vendre son offre, d'autant plus si c'est quelque chose qui est porteur de sens pour vous et si vous souhaitez vraiment aider les autres. D'ailleurs, merci Jean-Pierre aussi pour le coaching de ce côté-là, mais c'est hyper important aussi d'apprendre aussi euh, son, à vendre son offre. Mais en tout cas, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on a eu des études de commerce, etc., qu'on arrive facilement à vendre par la suite. Si c'est le cas, tant mieux, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Exactement. Et ça, je l'entends aussi également très souvent des personnes qui faisaient de la com et du marketing avant, même, qui me disent aujourd'hui, je suis accompagnant, mais je suis complètement tétanisé, je ne sais pas comment faire les choses. Dans le métier d'accompagnant, comme je le dis très, très souvent pour ceux qui regardent les lives, on ne vend pas des baskets, on ne vend pas un produit, on crée une relation. Et il y a une relation de confiance qui s'installe et où la personne va être engagée et va s'engager également financièrement auprès de vous pour avoir un coup de main sur son bien-être, sur son mieux-être. On n'est plus du tout sur les mêmes critères qu'on a pu rencontrer pour des personnes qui ont été commerciaux, etc., etc. Et c'est même parfois presque plus dur parce que ils doivent changer de paradigme et c'est très difficile. Donc, ce truc-là, je sais me vendre, donc j'arriverai à me vendre dans un métier d'accompagnant. La notion de vente est pareil pour l'entendre tous les jours. Je ne sais pas me vendre ou je n'ai pas envie de me vendre. Soyez extrêmement vigilants sur le sujet. On a un partage d'expérience juste rapidement, je me permets, Oui. de Audrey qui dit que j'ai vécu la situation multi-burnout et autres avant de changer de vie. Pour bien le faire, je n'ai quitté mon poste d'ingénieur qu'après avoir identifié la formation et le métier visé. Super. J'ai validé mon intérêt par des stages et en me soumettant moi-même à la thérapie visée. Exactement, tu as pris le temps. Tu as pris le temps de te renseigner. Ça, c'est vraiment super. Anticiper financièrement un an avant. Super. Négocier avec mon employeur pour une rupture conventionnelle pour l'aspect de la sécurisation et avec le chômage, etc., être tranquille pendant 2 ans et me former, super. Et surtout, le dernier élément absolument essentiel que tu évoques dans ton partage, et je t'en remercie, c'est le soutien de mon conjoint et de mes amis. Et ensuite, tu as pu assumer effectivement cette reconversion. Donc, vraiment merci pour ton partage qui reprend franchement la liste des critères qu'on a déjà évoqués précédemment. Donc, c'est vraiment chouette. Merci. Merci Audrey, ça va tout à fait en plus avec la fameuse ligne « c'est maintenant ou jamais ». En fait,
l'idée d'avoir la pression du temps pour se lancer, elle est un peu faussée, surtout justement quand vous êtes aujourd'hui dans votre démarche ou que vous allez vous lancer, ça prend du temps. Encore une fois, j'insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Je parlais tout à l'heure d'une bonne raison. Une bonne raison, ça peut être d'être au chômage, par exemple, ou pas. Pourquoi? Parce qu'au chômage, parfois, vous pourriez être, par exemple, en état de stress ou pas encore être vraiment sûr, convaincu de ce que vous voulez faire, ou avoir plusieurs idées, mais pas être prêt à vous lancer. Dans ce cas-là, c'est tout à fait logique d'attendre. Donc, là encore aussi, les proches peuvent t'influencer. Bah, profite, t'es au chômage, donc c'est là que tu peux te lancer. Oui et non, écoutez-vous d'abord et après, comme a fait Audrey, en fait, pouvoir prendre le temps de bien faire les choses, anticiper sur tous les plans. Bravo Audrey et merci pour l'exemple. C'est parfait pour moi. Ouais. Et effectivement, ce maintenant ou jamais, sur le chômage, petite parenthèse, pour ceux qui sont dans le projet de reconversion ou qui sont déjà en reconversion, si vous êtes dans cette situation-là, il peut y avoir l'effet pervers que tu évoques et celui-là, soyez vraiment très vigilant. Moi, je pars toujours du principe, dites-vous dans votre réflexion, dans vos actions, dans vos stratégies, dans ce que vous allez mettre en place, dites-vous toujours, il me reste 2 mois de chômage. Ou s'il me reste 2 mois de chômage, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce genre de choses, 2 ou 3 mois, vous choisissez votre chiffre, peu importe. Mais dans l'idée, c'est de cultiver cet état d'esprit que certes, vous avez le chômage qui vous donne de la souplesse et du temps. Donc, en fonction de différents stades, peut-être que ça va vous permettre de vous former, de prendre le temps. Mais prenez quand même en compte le côté que ça prend du temps à se développer. Et la bouée du chômage, là aussi, très souvent, les personnes, elles arrivent chez moi en bout de course du chômage. Et c'est un peu dommage. Vous voyez, donc soyez très vigilants là-dessus. J'ai envie de travailler moins et quand je veux. Alors, du coup, travailler moins et faire une reconversion, encore une fois, on est toujours dans cette idée de temps, surtout quand vous êtes aujourd'hui ou bientôt peut-être dans un processus de création d'entreprise. Ça prend beaucoup de temps et c'est important justement, on reverra après dans les questions à se poser pour se lancer. Vérifiez bien que le temps que vous imaginez est réel, par exemple, aussi en posant des questions à des personnes qui se sont déjà lancées, combien de temps ça a pris, et puis peut-être même à vos confrères ou concurrents pour dire, voilà, aujourd'hui, en termes de temps, qu'est-ce que ça implique vraiment? Bon, je pense que ceux qui regardent mes vidéos, ils ont compris. Pour être tout à fait honnête. Mais effectivement, oui, c'est l'illusion ou la chimère de je vais faire quelques séances par-ci, par-là, et puis j'aurai du temps pour pouvoir me former, pour pouvoir faire truc, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Ça va vraiment dépendre de votre situation, de vos objectifs, de vos besoins financiers. Hein. Pour ceux qui veulent vraiment en vivre et qui en ont besoin pour remplir le frigo, le travailler moins et le quand je veux, faites attention quand même. En tout cas, que ce ne soit pas la raison principale pour laquelle vous décidez de vous reconvertir. Ce sera plus confortable pour mes proches. Alors ça dépend justement ça dépend des vies de chacun, des vies de famille de chacun. Et ça rejoint ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire bien vérifier aussi dans votre entourage, dans votre planning, mais aussi l'implication que ça va donner dans votre quotidien, que ce soit dans votre création, mais aussi dans le lancement de l'activité. Qu'est-ce que ça va venir changer pour vos proches? Oui. Et est-ce que les proches sont OK avec ça? Il y a un réel impact en fait qui est souvent pas suffisamment mesuré parce que quand il va falloir, moi, expérience personnelle, hein, quand je me suis lancé ou quand j'ai travaillé ou quand même j'ai lancé le révélateur ou ce genre de choses, j'ai énormément travaillé. Je travaillais le soir une fois que les enfants ils étaient couchés, ce genre de choses. Et obligatoirement, ça a eu un impact sur la famille, sur ma présence, sur ma disponibilité mentale également. Quand j'étais en cabinet et que j'enchaînais les séances à longueur de journée parce qu'il fallait rentrer de l'argent, il fallait travailler, tout ça. Moi, il y a l'échange actuellement sur le chat. Il y a le côté qui a été évoqué tout à l'heure, le fait d'être en urgence fait aussi qu'on fait sauter les barrières de la procrastination. Moi, j'étais en urgence financière, j'étais obligé de me lancer, obligé de gagner très vite ma vie. Et donc, de ce fait-là, ça a eu un impact aussi sur ma vie de famille, bien évidemment, que je ne soupçonnais pas.
Quand j'allais au boulot, quand bien même je travaillais beaucoup au travail, quand je rentrais chez moi, c'était terminé. Ce qui n'est pas forcément le cas dans une activité d'indépendant, notamment dans les phases de lancement et au démarrage. Après, au bout d'un certain temps, on peut arriver à retrouver un équilibre, mais ça va vraiment dépendre des situations, des contraintes, des objectifs. Si on peut se reposer sur son conjoint, par exemple, pour assumer un petit peu financièrement les choses, pendant que nous, on est en train de se lancer, etc., etc., ça peut être aussi plus souple, mais là aussi, ça peut avoir un impact. Donc, juste d'avoir bien conscience de ça, de ne pas idéaliser le truc et juste vraiment de poser les choses à plat, notamment auprès de l'entourage, pour éviter les mauvaises surprises. Après, la fausse bonne raison, ça peut aussi de vouloir gagner plus d'argent. Comme l'a souligné Audrey, il y a vraiment aussi une démarche aussi d'anticipation financière qui est quand même très importante pour pas aussi vous retrouver dans une situation précaire et en difficulté, alors qu'il est possible, éventuellement selon chacun, d'anticiper. Et le gagner plus, encore une fois, tout dépend évidemment du métier que vous faites aujourd'hui ou que vous faisiez avant. Mais ça prend du temps. Voilà. Ouais, exactement. Bon, on a fait le tour? On a fait le tour et vous voulez être patron, ça, généralement, c'est de l'ordre du rêve, mais qu'est-ce que ça implique? Ça, on va le voir maintenant. Ça, on va le voir maintenant, effectivement. Parce que je peux arrêter le partage d'écran. Voilà, hop, ce sera plus souple. Comme ça, je vais vous voir tous. Il y a vraiment ce côté de la réalité du métier aussi dans l'anticipation, c'est-à-dire surtout dans les métiers d'accompagnement, de thérapeute, etc., etc. Ce qui est très important, c'est qu'on va parfois sous-estimer dans son projet. Alors, comme le dit Rosario, et ça, de toute façon, c'est mon leitmotiv sur tous mes lives, vous êtes d'abord entrepreneur et ensuite vous êtes accompagnant. Donc ça, c'est un peu cette partie-là qu'on a évoquée dès le départ aujourd'hui. Mais c'est accompagner des gens, c'est pas la même chose que faire des tâches répétitives ou de l'administratif ou des tâches de production. C'est-à-dire, ça peut amener aussi à une surcharge et atteindre aussi une limite. Quel est le volume maximum de séances que vous pouvez, selon vous, arriver à faire? Et quel est le volume de séances dont vous avez besoin pour pouvoir vivre correctement de votre activité? Et souvent, ce gap-là, on ne l'a pas. On n'a pas ce truc-là. On ne s'en rend pas compte. On se dit, au début, on démarre, ou même quand on est dans une phase de développement, on se dit, j'aimerais bien avoir 15 séances par semaine, j'aimerais bien avoir 20 séances par semaine, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais quand on commence à le faire de manière répétée, 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 on se rend compte que ça a aussi un impact sur notre énergie, une forme de lassitude aussi qui peut s'installer ou ce genre de choses. Et dans un projet de reconversion, le projet de reconversion, ce n'est pas juste pendant 1 an ou 2, je vais faire quelques séances et ça va être cool et ça va me plaire. Non, vous êtes censé en vivre pendant un petit moment. Donc, c'est très important aussi de mesurer et de prendre en compte, et ça, je le dis très, très souvent, que vos sources de revenus, au fur et à mesure de votre évolution, plus elles vont se multiplier, plus ça sera intéressant. Et c'est pour ça que très souvent, chez les personnes que j'ai en coaching, on va rapidement vers des projets de programmes d'accompagnement où on va suivre les gens pendant 2-3 mois. On va aller rapidement vers des ateliers, puis dans un second temps, après, vers des stages ou des interventions dans certains organismes, ou dans certaines institutions, ou dans certaines entreprises pour diversifier l'activité et pas tout miser que sur la séance. Là, j'ai une cliente en coaching actuellement, elle est à 100 séances par mois. Elle fait ça depuis le début de l'année. Je vois Aurélie qui fait « ouais, je suis bien d'accord » parce que c'est beaucoup, mais elle a besoin de ça pour vivre. Alors, comment qu'on fait pour tenir le choc? Comment on fait pour tenir la distance? Parce que si on baisse le volume de séances, il y a moins de chiffres qui rentrent et elle peut moins assumer ses problématiques financières. Donc, j'ai juste que dans un projet de reconversion dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça, ce sont des choses qui peuvent aussi s'anticiper. Ne pas tout miser sur la séance, par exemple, dès le départ. Bien sûr, au départ, on va tout miser sur la séance parce qu'on veut augmenter le chiffre, etc., etc., et c'est OK. Mais très rapidement, je vous recommande aussi d'envisager votre projet d'accompagnant sur OK, quelles sont les autres choses éventuellement que je pourrais faire pour avoir des revenus, diversifier mon activité, soulager un petit peu la pression du cabinet. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes, et j'en connais, ils font 100 séances par mois, ils sont peinards, ils sont tranquilles. Il n'y a pas de problème. Ça va dépendre des gens. Mais gardez juste un point de vigilance par rapport à ça. Ça me semble plutôt important. D'accord? Alors, la partie qu'on va aborder maintenant, c'est la partie du multicasquette. Le multicasquette, c'est vous n'êtes pas que accompagnant, vous êtes obligé d'être multicompétence, d'avoir plusieurs casquettes que vous allez alterner. Moi, comme je dis bien souvent,
répartir son temps, son énergie, l'argent qu'on investit, un tiers la pratique, un tiers développer son expertise et ses compétences d'accompagnant, et un tiers qui va être consacré au développement de sa communication, au développement de son entreprise, de la vie de son entreprise. Oui, je dis entreprise, parce que vous avez été une entreprise quand même, vous êtes indépendant, c'est une vie d'entreprise, parce que c'est la vôtre, vous êtes votre propre patron. Ouh, comme tu disais tout à l'heure, c'est cool. Mais bon, il faut tout gérer, c'est ça qui est chiant. D'accord ? Donc, il y a la partie vraiment se former, se faire connaître, pratiquer, faire tourner la boîte. Ça, c'est vraiment la règle du jeu, c'est le deal. S'il y a une de ces casquettes qui vous fait chier, c'est généralement la troisième, hein, j'ai remarqué. Hein. L'aspect communication, développement d'entreprise. Généralement, pratiquer et l'expertise, ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde est chaud la frite hein, pour le faire. Par contre, la dernière partie, développer l'entreprise et développer son activité, ça fait chier tout le monde. Ou alors, on le fait le dimanche après-midi quand on a un trou, là, juste après le goûter, pépouze, parce qu'on a 5 minutes, histoire de se dire qu'on va faire la com. Manque de bol, c'est censé représenter un tiers de votre énergie, votre investissement et de votre temps, si vous voulez tenir dans la durée. Ça, c'est le deal. Si vous ne signez pas le deal, ou si vous n'acceptez pas ce deal dans la phase dans laquelle vous êtes actuellement, vous risquez fort d'avoir des problèmes. Et ça, c'est absolument essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce truc-là? Est-ce que vous êtes tous prêts à signer sur les trois tiers? Oui, hein, on est d'accord. Hein, parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ce truc-là, on va en parler, Rosario. Je crois. Tu as déjà vu des lives, Rosario, que j'ai fait ou pas? Ouais. Ouais, parce qu'on en parle beaucoup de la solitude. Il y a même le live sur la solitude de l'indépendant que je vous recommande absolument. Absolument. Allez le voir celui-là, la solitude de l'indépendant. Parce que ça fait partie effectivement d'une des règles du jeu. Bon, je vais commencer parce que je vais donner les règles du jeu de la vie d'indépendant. Donc, on a cette partie de la solitude. Donc là, je vous renvoie vraiment vers le live sur la solitude de l'indépendant. Sachez vous entourer, sachez vous entourer de pairs, sachez avoir un environnement autour de vous qui est favorable. Et je ne dis pas forcément, comme certains, évitez les personnes toxiques autour de vous. Ça, je ne supporte pas ces trucs-là. Soyez juste dans un environnement favorable où vous avez le soutien de vos proches. Si vous n'avez pas le soutien de vos proches, trouvez des soutiens. Entourez-vous également dans le développement de votre entreprise et dans votre accompagnement. Ça sera plus facile que de rester tout seul dans son bureau et d'être comme ça en se disant « Putain, j'ai la flemme de faire la com, je ne sais pas par quel bout le prendre. Oh là là, fait chier, il faut que j'aille démarcher, je n'ai pas envie. » Vous voyez, ça, ce n'est pas forcément très aidant et ce n'est pas une situation d'avenir. Une des règles du jeu fondamentales à accepter, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, je vais la souligner, c'est l'insécurité. En tant qu'accompagnant, on ne va pas se mentir. On va être très clair. Si vous avez un cabinet rempli sur 1 mois ou 2, c'est super. Vraiment super. Plus, ça va être tendu. Surtout sur de la thérapie brève. Thérapie brève égale gens en urgence qui viennent vous voir. Ils n'ont pas envie d'attendre 4 mois. Hein. À moins que vous atteigniez certains stades, et c'est le cas, hein, j'ai des clients qui sont dans cette situation-là, où ils ont 2-3 mois d'avance, mais ça fait déjà un paquet d'années qu'ils sont sur le marché, ils ont travaillé pour, ils ont développé un réseau autour, il y a de l'apport clientèle. Mais au départ, dans le deal, il y a un deal d'insécurité que vous devez accepter. C'est une règle du jeu. C'est comme quand vous êtes en salarié, la règle du jeu, c'est qu'il y a un patron qui peut vous casser les couilles, qu'on vous pose des trucs sur la table que vous n'avez pas envie de faire, que vous avez de la répétition. Ça, c'est la règle du jeu du salariat. Mais la règle du jeu de la vie d'indépendant, surtout dans les métiers d'accompagnant, c'est l'insécurité. Donc, veillez, si vous savez que vous avez des problématiques de sécurité, que c'est important pour vous, la sécurité financière, comme j'ai pu le lire un petit peu dans le chat tout à l'heure, c'est OK, je n'ai rien contre ça, il n'y a pas de problème. Mais sachez vous sécuriser correctement. Quelle est votre situation familiale? Quelle est votre situation financière à côté? Est-ce que vous avez de la ressource? Est-ce que vous avez le soutien d'un conjoint? J'en sais rien du tout, peu importe. Mais posez-vous la question, si l'insécurité financière pour vous est un gros problème, allez pas vous foutre dans la merde. Pour être très clair. D'accord? Parce que ça va venir tellement vous tordre le bide que c'est là que vous allez avoir les yeux qui brillent quand il y a quelqu'un qui va vous dire « Je remplis ton cabinet de 25 séances par semaine juste en cliquant ici et en me lâchant 5000 balles. » C'est là que vous allez vous faire avoir parce que votre besoin de sécurité il sera tellement fort que vous allez croire les promesses illusoires, que vous allez peut-être aller dans des directions qui ne vous correspondent pas et qui vous désalignent de ce pourquoi un jour vous avez décidé de faire ce métier. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la peur.
D'accord? Vous n'avez aucune chance. Si vous m'écoutez ici, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, quand on a la pétoche, ça prend le dessus sur le bon sens, ça prend sur tout. Donc, en tout cas, cette règle du jeu, de la vie d'accompagnant, de l'insécurité, soyez extrêmement vigilants dans vos prises de décision, dans vos engagements et dans toutes ces choses-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, rapidement, règle du jeu, vous allez être quasiment obligé de continuer à développer votre expertise en permanence, parce que plus vous allez monter en compétences, c'est pour ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former en parallèle. C'est pour ça que je le mets dans un des tiers, d'accord? Mais au même niveau que tous les autres. Plus vous augmentez en compétences, plus vous développez votre expertise, plus forcément vous êtes meilleur, plus vous attirez du monde, etc., etc., etc. L'aspect de la communication, je l'ai déjà parlé, c'est fondamental, c'est obligatoire. D'accord? Une entreprise qui ne communique pas, une entreprise qui ne se fait pas connaître, ou un indépendant, un accompagnant, mais je vais dire entreprise juste parce que je sais que ça fait chier certaines personnes, entreprise qui ne communique pas est une entreprise qui meurt. Tout simplement. Surtout que je ne sais pas si vous avez remarqué sur le marché de l'accompagnement, il y a du monde, hein? Et il y en a de plus en plus. Et il y en a plein qui vont communiquer. Donc, si vous ne vous y mettez pas, chocolat. Enfin, pas de moi, pas de chocolat. Bref. D'accord? Une des règles du jeu, c'est que vous allez être obligé de trouver et entretenir votre clientèle, bien évidemment, ce que je mets dans l'aspect de la communication. Je fais une différenciation entre communiquer et développer votre compétence en communication. Qui connaît la différence? Elle est plutôt claire en même temps, c'est explicite. Hein. Développer la compétence com, c'est savoir présenter ce que vous faites de manière intelligible, savoir proposer des offres qui sont intéressantes, savoir créer des campagnes de communication qui vous correspondent, qui sont alignées avec qui vous êtes et qui à la fois sont percutantes et intéressantes pour les gens. Ça, c'est une compétence que l'on développe. Quand vous êtes à l'apéro et que vous êtes capable de parler de votre pratique et que les gens ils font « Ah ouais, c'est cool », plutôt que de vous entendre faire votre blabla pendant 10 minutes qui n'intéresse personne, ça, c'est une compétence à développer. Parce que plus vous allez la développer, plus ça va devenir facile de vous faire connaître. D'accord? Et bien sûr, l'aspect de la communication, c'est comment je suis visible, comment les gens me trouvent. Donc, c'est deux choses que je vais vraiment distinguer, mais qui font partie de la règle du jeu. Donc, si ça vous sort par les yeux, prenez un CDI, quelque part. Ce sera plus simple. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, la règle du jeu, c'est l'aspect de l'organisation. Donc, ça rejoint un peu l'aspect de la solitude. Hein. Savoir s'organiser, trouver son bon rythme, s'autodiscipliner aussi, hein, parce que ce n'est pas facile. On se lève le matin, il n'y a plus de patron qui nous dit, quand bien même il nous faisait chier, hein, qui nous dit fais ci, fais ça. Là, on est obligé de se mettre soi-même un coup de pied au cul. Et ça peut parfois sembler insurmontable. Même pour moi, des fois, je me lève le matin, j'ai une flemme stratosphérique. D'accord? J'ai juste envie de rien faire. Ça arrive à tout le monde, c'est humain, c'est normal. Et c'est là où des fois, mettre s'autodiscipliner, s'organiser, se mettre une petite règle de temps de travail, par exemple, ou des créneaux que l'on respecte, ça va être absolument fondamental. Donc, si vous savez qu'en termes d'organisation, vous êtes à la rue complet déjà là, maintenant, ou avant même de vous lancer dans le projet, sachez que ça risque de s'empirer quand vous serez indépendant. Donc là, soit vous prenez un coach qui vous met des coups de pied au cul, hein, ce n'est pas compliqué, soit il va falloir apprendre à le faire et c'est très important. OK? La solitude, on en a parlé. La compta, ça a été évoqué. Oui, l'aspect administratif, vous allez être obligé de vous le taper. Sauf vous le déléguer, mais là, c'est pareil. Si vous avez les ressources financières pour pouvoir le déléguer, vous pourrez le faire. Et le dernier élément, et là, c'est un peu le mini-exercice du jour que je vais vous proposer. Comment, et là, c'est individuel chacun, vous allez répondre à cette question. Comment vous vous y prendriez pour tout faire foirer? Allez-y, je vous laisse une trentaine de secondes. Et m'écrire dans le chat comment vous feriez pour torpiller votre reconversion, votre activité, votre business. Ça serait quoi le truc que vous feriez plutôt? Ouais, ok, ne rien faire, ne rien faire. Je reste chez moi et j'attends que ça se passe. En faisant trop, intéressant. Je garderai la mentalité d'un salarié. Oui, effectivement, c'est un changement d'état d'esprit, bien évidemment. Je compte sur les autres, donc ça veut dire une déresponsabilisation, très intéressant. Ne pas faire ce que j'ai prévu. Ouais, donc on parle de la discipline, là, Rosario, c'est intéressant.
Bien, je fous, bien, j'adore. Bien, je fous rien. Je ne communique pas, je suis négative et j'attends que ça vienne. OK. Attendre que le client arrive. Très intéressant, attendre que le client arrive. J'en parlerai à personne. Rester à espérer que tout se fasse tout seul. Rester sur mes peurs, rester planqué derrière mon ordi. Très intéressant. La procrastination et vouloir aider tout le monde. Effectivement, oui, Stéphie, ouais. Vouloir aider tout le monde. Ce truc-là que vous avez identifié là maintenant, il y en a peut-être 2 ou 3 autres. Donc, ce serait intéressant peut-être d'en trouver 3. Ceux-là, c'est les petits démons qui viendront systématiquement vous faire chier. C'est sûr, ils vont venir. Ils vont être là, ils vont être sur la table, ils vont arriver, ils vont faire « Coucou, ça va ?» et puis on va les laisser faire. Plus vous avez conscience de ce qu'on appelle donc vos auto-saboteurs, plus vous pouvez les voir venir, et plus là, il s'agit à vous, et en plus, on est accompagnant, donc c'est bien joli de dire à nos clients, donner des prescriptions de tâches, leur dire « fais ci, fais ça, nanani, nanana », ben, faites-le déjà avec vous-même, ça sera pas mal. Donc, sur l'auto-saboteur, c'est votre point de vigilance, c'est votre warning. C'est que quand lui, il s'approche, là, vous savez que vous n'êtes pas dans la bonne pente et que là, il faut agir. Et il risque fort, quand bien même vous pensez avoir travaillé dessus, il risque fort dans les moments de difficulté, dans les moments de coup de mou, dans les moments de baisse d'énergie, dans les moments de doute, il risque fort de venir vous rattraper. D'accord? Donc, c'est limite ce truc-là. Il faut se faire un mantra et se le coller sur le frigo par rapport à ce truc-là parce qu'il risque de venir vous chatouiller. Avoir conscience de ces auto-saboteurs, c'est maximiser ses chances de réussite parce que c'est en prendre conscience et donc de les voir venir. OK? Ça va là-dessus? Donc, par exemple, vous savez que si vous êtes en mode j'ose pas me montrer, hein, Stéphie, vous savez que c'est exactement la direction dans laquelle vous devez aller. C'est la direction opposée. Ben, je me montre. Et vous n'avez pas le choix. C'est généralement l'action qui va vous permettre d'éviter de vous faire embrigader par votre auto-saboteur. Ou alors, vous pouvez, même si ça vous amuse, le travailler thérapeutiquement. Mais moi, c'est la thérapie par l'action. J'aime bien la thérapie par l'action. C'est mon délire. Mais après, des fois, il faut peut-être aller toucher certaines choses si c'est trop fort. D'accord? Ça va là-dessus? Est-ce que vous avez des questions, des partages à me faire ou quoi? On a une dernière mini-partie. Après, on aura terminé. Des partages? Ou c'est limpide, clair, fluide, tellement extraordinaire que vous n'avez rien à dire? Par rapport à la communication, peut-être, Oui. le fait de justement communiquer, il y a vraiment, comme tu l'as dit, il y a développer la communication et communiquer. Il y a des choses aussi qui peuvent se déléguer, c'est important aussi, je trouve, de le souligner, mais pour pouvoir vraiment être pilote de son propre projet, et ça, c'est ce que je trouve génial dans tes accompagnements, c'est vraiment apprendre quand même au départ pourquoi on fait les choses, quel est l'objectif, par exemple, de chaque réseau social, en choisir un, savoir pourquoi le choisir, par exemple, si besoin, déléguer les choses. Et puis, oser se montrer. Alors là, ça me concerne, mais je pense que c'est vraiment aussi important pour les personnes qui veulent accompagner ou qui accompagnent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Mais le côté, être OK avec le fait qu'il va falloir à un moment donné aussi se rendre visible, soi, parce que c'est vrai que les personnes viennent dans un cadre d'accompagnement, donc pour créer un lien de confiance, voir votre tête de temps en temps, ça aide quand même. C'est mieux. Hein? J'aurais un témoignage, si on a le temps. Vas-y. Je vais faire court. Ouais. Pour rejoindre Stéphie et ce que disait Jean-Pierre, ma com était un souci jusqu'à l'année dernière. En tout cas, savoir se présenter, savoir faire son pitch en quelques secondes et être suffisamment clair pour que les gens en face de moi, en tout cas mes futurs prospects ou mes futurs clients, puissent intégrer ce que je fais dans le plus grand sage, la plus grande compréhension et les amener à poser des questions. J'ai fait, alors en parlant entrepreneur, j'ai fait un investissement. Si je parle en personnel, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai fait un investissement dans la com pour les réseaux sociaux pour un petit ticket de 3007. Ouais,
Ouais, mais si j'avais pas connu Jean-Pierre avant, si j'avais su. Ouais, alors ça, c'est pas pour de l'autopub, hein, parce qu'on n'est pas en relation, hein, Non, on bosse pas commerciale. ensemble. Non. Donc, et c'est arrivé ce que a dit Stéphie. La personne, effectivement, m'a réintégré dans la partie marketing. Sauf que derrière, au moment de choisir le réseau social qui correspondait à ma cible client, il était focalisé sur face de book. Je l'ai marqué dans mes commentaires. Moi, j'appelle ça face de book parce que pour moi, c'est du permissif. Pour d'autres, non, hein, mais pour moi, oui. Ben, c'est à la fin de la formation, je me suis aperçu que derrière, je m'étais planté dans l'investissement formation que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais pas pris le temps de me poser les bonnes questions sur le besoin Oui, que j'avais, le besoin pour mon entreprise. Parce que je rejoins vachement ce que tu dis, Jean-Pierre. On est deux entités vraiment différentes, même si on a le même nom. On a le comptable, il le dit bien, la personne physique et la personne morale. Mm. Et là-dessus, nous sommes le producteur de notre entreprise qui nous fait vivre. Et moi, Oui. je le rencontre beaucoup dans mes consultations. Je ne veux pas faire de concurrence, mais je le rencontre beaucoup dans mes consultations par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, alors surtout les hommes, ils créent leur bébé. Alors les femmes, elles ont l'avantage, elles, de procréer, donc elles savent ce que c'est. Et là-dessus, ben, leur bébé, c'est tout leur bébé. Et on a du mal à se détacher de ça. Voilà. Bon, ça, c'est mon témoignage. Donc, il faut faire attention. Alors, il y en a d'autres. Alors, j'avais eu un de tes webinaires où tu avais fait... Oui, sur l'investissement, comment éviter les arnaques et les pièges. Ouais, C'est tu avais le parlé dernier. d'un certain Monsieur Musi, Julien, qui est en apparence, que j'ai suivi pendant quelques temps, ou qui propose maintenant ces mêmes projets à 8 tickets. Oui, 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 c'est du 10 000 balles, c'est du truc. Anecdote personnelle, c'est le genre de type de coach qui. J'ai eu quelqu'un en interview qui a abandonné le métier parce que ce type de coach-là l'a forcé à proposer des arrêts du tabac à 5 000 € à ses clients. Voilà, juste pour la petite anecdote, ça l'a tellement foutu en l'air, elle s'est tellement pris les volets des clients que elle a abandonné. Donc faites très très attention à ces propositions de valeur qui sont souvent désalignées de vos besoins. Je vous renvoie vers le live sur les investissements pour éviter les arnaques. Faites vraiment très très gaffe. Et comme tu le dis, je rejoins vraiment la phrase que tu as dite, c'est de quoi avez-vous vraiment besoin, à quel endroit? Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est pour ça que je vous ai quand même fait 30 heures de live en un an. Rematez-vous tout ça. C'est gratos. Vous n'avez même pas besoin de maintenant laisser votre email, c'est sur YouTube. Hein. Allez-y, matez-les. Et ensuite, vous saurez où il y a besoin, où ça pêche, où ça déconne. Et sur le oser se montrer qu'évoquait Stéphie, c'est souvent un manque de compétences parce que je ne sais pas comment présenter ce que je fais. J'ai peur de me prendre une veste en face parce que je ne me sens pas solide sur mes arguments ou j'ai peur d'être confronté à un professionnel qui va me remettre en question ou ce genre de choses. Et c'est là où la compétence com, elle monte. Les 2 derniers ateliers que j'ai proposés, un sur lever les objections, c'est des trucs qui vous aident. Et le prochain atelier, il est sur comment présenter ce que vous faites en 3 minutes. Ce n'est pas pour rien que je propose ces trucs-là, que je les rends accessibles sans même avoir besoin d'être sur le révélateur. C'est justement pour vous aider à ça. Parce que ce manque de compétences, il vous amène à un manque de légitimité. Du coup, c'est comme une coquille, comme une huître. Et hop. Donc, la compétence com, c'est souvent un des éléments qui empêche d'oser également se montrer. Après, les problématiques de regard de l'autre, etc., etc., on pourrait les creuser, mais ce n'est pas le sujet ici. Voilà, Tu après, voulais, il y a tu voulais il y a la- intervenir, Aline? Attends, excuse-moi, il y a Aline qui Pardon, voulait excuse-moi, intervenir. excuse-moi, j'ai parlé, Oui, j'ai une question. Enfin, je voudrais ton avis sur le fait de, quand on parlait de sécurité tout à l'heure, sur l'idée de garder au moins pour quelque temps le métier précédent, Oui. tu vois, en réduisant le nombre d'heures. En fait, j'entends beaucoup quand même des idées qui disent, enfin, des personnes qui disent, oui, mais si tu gardes ton métier précédent, finalement, tu n'es pas à fond dans le nouveau, donc le nouveau ne va pas fonctionner. Mais du coup, ça met quand même une insécurité terrible. Alors, c'est là où vous avez remarqué que moi, je dis des choses plutôt fermes et posées. J'ai tendance à me positionner et c'est pour ça que généralement, on vient me chercher aussi. Par contre, il y a un positionnement que je ne lâcherai jamais, c'est ça dépend, bordel. Parce que je ne sais pas où tu en es de tes problématiques de sécurité personnelle avec toi-même, avec ton système émotionnel. Moi, j'en sais rien du tout comment tu es là-dedans. Je ne connais pas ton expérience de vie, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas forcément ton projet, je ne connais pas forcément toutes ces choses-là.
Et c'est là où la décision de est-ce que je garde en parallèle ou est-ce que je me lance, ça va être différent. Moi, je suis un mec, plus je suis au pied du mur, plus je suis bon. Je le sais. Donc, je connais mon autosaboteur principal, c'est la procrastination. Je vais attendre la dernière minute et je sais, parce que aussi je sais, croyance personnelle et confiance personnelle, que je vais être très bon en last minute. C'est moi. Mais je ne suis pas convaincu que les 30 et quelques personnes qui sont là aujourd'hui fonctionnent comme moi. Ouais, ok. Tu vois l'idée? Ouais. Donc, quand on écoute les conseils ou les fait ci ou les fait ça, toujours, et je le dis souvent dans mes lives, du discernement. Même dans ce que moi je peux raconter des fois. Et j'essaye d'être le plus open possible quand même. Parce que le ça dépend, il sort souvent. Hein. Mais soyez vigilants sur ce ça dépend. C'est très important. Si pour toi, c'est plus cool de garder ton job en parallèle, mais que tu as quand même conscience de tout ce qu'on évoque aujourd'hui, de ce que ça représente de se développer et que ça va peut-être te demander entre ton travail, plus développer ça, ça va te demander une surcharge d'énergie et d'investissement plus importante. OK, pourquoi pas? Et que tu auras ton seuil de bascule. Mais sachons quand même, soyons réalistes, que tu auras toujours le moment où il va falloir que tu sautes un petit peu dans le vide. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est là où Stéphie évoquait un truc super tout à l'heure, c'est le bon moment. C'est des fois, il y a des bons moments pour certains, ça va être pied du mur. Pour d'autres, ça va être plus sécuritaire. Pour d'autres, ça sera peut-être jamais. Il y a un outil qui est formidable, qui est l'ikigai. Et l'ikigai, justement, on va en parler avec Stéphie. Voilà, je le pratique aussi. Et là-dessus, c'est dans l'instant T, vous faites le lien entre votre expertise passée et la nouvelle que vous voulez. On va en parler dans 2 minutes. Pour rebondir, justement, allez hop, comme ça. Alors, donc la dernière partie, on va conclure là-dessus. Enfin, conclure, il y a un petit morceau. On risque de dépasser un petit peu au niveau du timing, mais ce n'est pas grave. Que faut-il pour réussir? Et on va commencer par, avec toi, Stéphie, sur l'ikigai, être au clair avec ce pourquoi on le fait, ce sens et cet alignement. Et là, tu vas nous parler effectivement de comment y arriver avec l'ikigai. On va vous donner des petits tips et déjà des questions à vous poser pour vous aider. Alors voilà, l'ikigai, donc en tant qu'accompagnant, de toute façon, je vous conseille très fortement, et du coup, Rosario me rejoindra sûrement, de vous intéresser à ce sujet qui est assez passionnant. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Quelles sont les tâches qui vous plaisent particulièrement? C'est tout bête, mais cet ikigai, ça peut aussi vous permettre de vous aider dans votre démarche de création d'entreprise pour vous permettre souvent de revoir à plusieurs étapes de votre création, de vérifier que vous soyez toujours en accord avec vos valeurs et le sens profond de votre activité. Donc, être au clair avec qu'est-ce qui vous anime, quelles sont les tâches, les activités, et si les personnes avec qui vous avez envie de travailler, mais aussi les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps dans votre vie personnelle. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous porte en fait? Tout ça, ça va vous permettre de remplir cette petite case en haut et vous pouvez remplir avec des mots-clés. Ensuite, vous allez pouvoir remplir ce dans quoi tu es bon. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre à jour toutes les compétences que vous avez déjà. Et là où ça peut aussi vous aider, c'est justement vérifier s'il n'y a pas des formations qui seraient nécessaires à acquérir pour pouvoir être en accord, être aligné avec votre activité et ce que vous avez vraiment envie de faire. Quelles sont aussi vos valeurs? Et ça me semble aussi l'atout fort de cette démarche, c'est aussi vérifier quelque part qu'est-ce que vous allez apporter en fait aux personnes que vous allez accompagner, quelles sont les valeurs que vous allez pouvoir mettre en application à travers votre activité et aussi peut-être dans votre vie de famille. Comme vous l'avez vu, ça peut influencer votre vie de famille et du coup remplir par mots-clés qu'est-ce que vous apportez. Par exemple, ça peut être justement la notion de partage. Je sais personnellement que grâce à ça, j'apporte à ma fille aussi l'idée que c'est possible en fait de changer de métier, c'est possible d'avoir plusieurs métiers, c'est possible d'être aligné avec ce qu'on fait, typiquement. Donc, je mettrais famille, par exemple. Ensuite, ça permet du coup de clarifier ses valeurs, de vérifier qu'on les respecte. Quel équilibre de vie recherchez-vous aussi? Ça permet de répondre à cette question. Oui. Que souhaitez-vous apporter au monde? Alors, je me suis permis de faire un lien aussi avec la notion de vision, mission et vocation, parfois qui est abordée aussi dans la création du projet en fait d'entreprise, savoir où vous allez et pourquoi vous y allez,
pourquoi vous allez faire cette activité et comment vous pouvez être payé ou, et j'insiste là-dessus, reconnu pour ça. Voilà, parce que la reconversion, pour ceux qui sont déjà dans la démarche, qui sont déjà accompagnants ou qui sont en train de développer leur activité, l'idée, c'est de savoir quelles tâches vous pouvez faire, quelle activité, tous les formats possibles pour pouvoir être rémunérés. Et pour ceux aussi qui hésitent à faire une reconversion et qui font l'ikigai, ça permet de vérifier si quelque part, vous ne pourriez pas faire ça, pas faire une activité qui vous anime en dehors de votre métier actuel et qui ferait que vous vous épanouissez. La reconversion, ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on est en difficulté au travail que vous ne seriez pas absolument bien dans un autre travail avec une autre équipe. Voilà, je voulais aussi être attentif. Très, très important là-dessus. Hein. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Et puis, juste pour finir, on va proposer un petit... Les questions à se poser, ça résume ce qu'on a dit. Du coup, quelles compétences avez-vous ou devez-vous acquérir? Et quelque part, c'est des questions que vous pouvez vous poser tout au long de votre projet. Moi, je m'en rends compte pour justement la communication parce qu'il y a un panel de j'en parle tout le temps. Ce truc-là, j'en parle tout le temps. C'est clair. Il faut apprendre tout le temps, se mettre à jour en permanence et déléguer si besoin. Quel est le temps réel à prévoir en tant qu'accompagnant et entrepreneur? Et ça, selon comment votre activité va évoluer et les tâches que vous allez proposer, peut-être que le temps que vous allez y consacrer va changer. Et ça, merci Jean-Pierre. Le côté aussi regard extérieur qui dit oui, non mais attendez, c'est bien Stéphie, t'as une super idée. Mais combien de temps ça va te prendre pour créer la nouvelle activité, combien d'énergie ça te prend? Et là, justement, j'en viens à comment allez-vous recharger votre énergie? Hyper important, on a parlé du temps. Et j'ai envie de dire aussi, c'est important, l'ikigai vous permet ça aussi, de retrouver quelles sont les activités qui font que vous allez retrouver de l'énergie pour travailler. C'est clair. Je renvoie à la vidéo sur la solitude de l'entrepreneur où je parle, faites la liste des choses parfaitement inutiles et sans intérêt qui ne sont pas liées à votre métier, mais que vous kiffez, qui vous font du bien, et intégrez-les dans votre quotidien. Ouais. Et ça, c'est très important. Êtes-vous prêt aussi mentalement et comment gérez-vous le stress? On vient d'en parler. Vérifiez aussi, parce que des fois, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vérifiez votre capacité à vous, comment gérer le stress. Ça en revient à l'idée de trouver une méthode vraiment qui puisse vous permettre de repérer déjà un état de stress éventuel et pouvoir l'accompagner. Et puis, continuez votre activité, votre projet. Quel budget avez-vous besoin pour votre reconversion, pour lancer votre projet, mais aussi pour en vivre? Et ça, à nouveau, selon l'évolution d'où vous en êtes, selon ce que vous êtes en train de faire, ça peut aussi évoluer. Et comment vous sentez-vous? Alors, c'est tout bête, mais pour moi, c'est une question qu'il faut vraiment poser tout le temps, que vous soyez au début de à l'idée, enfin, que vous ayez juste l'idée, que vous soyez au début de votre projet ou que vous soyez en plein dedans. C'est tellement important de se poser la question. Voilà, ça, c'est pour le coup, je ne vais pas trop en parler parce que voilà, ça commence à... C'est hyper important pour moi de se sentir bien dans ses baskets. Même si vous avez déjà commencé, vérifiez que vous soyez toujours au clair avec vos valeurs et que votre santé, elle suit aussi. Parce que si vous êtes passionné par ce que vous faites, faites gaffe aussi justement à ne pas trop en faire. J'ai lu dans le chat justement une petite remarque de ce côté-là. Donc, faites attention à vous. C'est très, très, très belle précision, effectivement. Comment vous sentez-vous? Parce que là, je vois tellement de praticiens qui sont des boulémiques de livres, boulémiques de formation, boulémiques de j'avance, boulémiques de je me développe, boulémiques de tous ces trucs-là. Faites gaffe. Parce que généralement, ça se termine, ma vie ne tourne plus qu'autour de ça et on perd un petit peu l'équilibre dont on a tous besoin pour se sentir bien dans ses baskets, en bonne santé, bien équilibré autour de soi. Je vois des personnes qui s'isolent également à force d'être dans la pratique, l'accompagnement ou la thérapie, qui se coupent de leurs amis, qui se coupent de plein de choses. Après ça, c'est normal, ça bouge, mais qui oublient de reconstituer un cercle autour d'eux, de se sentir entouré ou tout ce genre de choses-là. Allez vraiment regarder la solitude de l'indépendant. Celle-là, ça fait partie de mes indispensables. Donc, ça, c'est pour la partie être au clair, le pourquoi, la recherche de sens. Ça, c'est un des critères majeurs de réussite. Donc, l'ikigai,
c'est un super outil. Stéphie, elle est formatrice là-dedans. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Elle va vous filer un coup de main. Si vous avez besoin de ça, que ce soit pour maintenant ou même pour l'avant, la reconversion, ça peut être très intéressant. De toute façon, c'est un outil que tu utilises dans tes accompagnements, toi. Exact. Oui, voilà. Donc, les autres critères pour réussir. Donc, l'anticipation, ça, on l'a bien compris. Préparer un business plan. Ça reprend essentiellement des questions qui sont également posées sur l'ikigai. Moi, question fondamentale, vous voulez lancer une activité, ok, super, c'est génial, peu importe ce que tu as envie de faire, comment les clients vont te trouver, comment ils vont savoir que tu existes et ils vont t'acheter, entre guillemets. Ça, c'est pour le petit mot provoque. Mais faites un business plan. Sans business plan, c'est stupide. Je veux dire, je connais aucune entreprise qui s'installe sans business plan, à part 90% des accompagnants. Donc, voilà, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Ce qu'on appelle une étude de marché, si vous préférez. C'est aussi une manière de le reformuler. Donc, définir son projet avec qui je veux travailler, c'est vraiment la partie Ikigai. Le choix des formations qui ont été évoquées. Allez chercher de la formation de qualité également. Faites attention aux formations qui vous proposent de devenir coach papillon en 2 jours et demi et de pouvoir… Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous m'évitez ces trucs-là par pitié. Mais bon, je pense qu'on en a tous quand même plus ou moins conscience de ce truc-là. Mais je le rappelle quand même, on ne sait jamais. Parce que je vois toujours passer des questions sur ces sujets-là sur Internet. Donc, ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ça. Aller chercher des certifications qui peuvent être reconnues, qui ne sont pas forcément le cas dans tout ce qui est hypnose, etc. Mais faites quand même attention à maximiser vos chances d'avoir une formation de qualité. Ça, c'est très important. Le soutien, éviter la solitude, ça, c'est très important. N'hésitez pas à déléguer également quand les tâches qui sont trop lourdes. Dans le choix, est-ce que je me forme à ce truc-là dont j'ai besoin ou est-ce que je délègue cette partie? Ça peut faire partie des réflexions, notamment sur les sites Internet. Je vois beaucoup qui font de la merde au niveau des sites web, alors que déléguer par pitié, ça sera beaucoup plus efficace et ça vous gagnerez du temps, ça vous enlèvera une charge de travail. Mais certes, ça fait partie d'un investissement. Pensez à déléguer, peut-être vous faire accompagner des fois. Ça fait du bien d'être accompagné, que ce soit par un coach ou par n'importe quoi, je m'en fous. Mais évitez de vous retrouver seul face à la tâche. En tout cas, ça, c'est très important. Développez vos compétences entrepreneuriales, développez vos compétences en communication, regardez où ça déconne, regardez ce que vous avez besoin d'aller chercher. Vous avez compris, moi j'ai le révélateur, c'est un endroit où vous n'êtes pas seul et vous développez votre compétence com. C'est pour ça que je l'ai créé aussi, dédié exclusivement aux accompagnants. C'est quand même pas pour rien parce que quand je vois toutes les saloperies en communication qui sortent et qui vont faire des trucs complètement désalignés, ça me fout hors de moi. Encore eu 2 entretiens cette semaine sur le sujet quand même, je me dis que c'est quand même gravos. Mais donc en tout cas, restez pas seul et prenez en compte ces développements de compétences entrepreneuriales et en communication. Le message final pour conclure, déjà merci Stéphie. C'était super que tu viennes et que tu nous fasses ces partages-là. Donc merci à Stéphie. On fait tous des pouces à Stéphie. Merci tout le monde. Et ça me stressait d'être avec Jean-Pierre. Je sais qu'il est au taquet dans les webinaires. Donc vous voyez, moi j'ose me montrer là. Tac, tac. T'as vu, t'as osé te montrer. Ouais. Voilà, très bien, super. N'hésitez pas à venir d'ailleurs. Je vais faire un webinaire où je serai en solo. Ce sera plus facile pour moi bientôt. Le 7 je vais venir, je vais m'inscrire et je vais venir comme ça, non. je vais regarder. Ah non. Merci en tout cas à tous. En tout cas, le message final, c'est quoi que vous décidiez, ça va dépendre de vous, vraiment. Ça va dépendre de vous, d'où vous en êtes. Donc, posez-vous les bonnes questions, interrogez-vous, ça déconne, interrogez-vous, ça coince, interrogez-vous où est-ce que vous avez envie d'aller. Et ça sera le plus important, ça vous permettra de réussir. Je vous le souhaite. Merci à vous. Merci beaucoup. Stéphie, tu peux mettre le lien de ton webinaire dans le chat, il y a une demande sur le sujet. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Le replay, comme d'habitude, sera mis en ligne très prochainement. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous, c'est l'atelier sur comment apprendre à présenter votre activité en 3 minutes. Donc là, on va travailler pendant 3 heures en individuel. J'ai limité le nombre de places pour que chacun puisse travailler. Ça, c'est le prochain rendez-vous qui est prévu. Il faut vous inscrire pour le coup. Et derrière, le dernier live avant l'été, ça sera le 16, si je ne dis pas de bêtises. Des bisous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end.